Thank you, sit down. Alors, pour notre cours d'éducation à la citoyenneté aujourd'hui, nous allons étudier un homme. Je vais commencer par tester un peu vos connaissances. Comment s'appelle le président de la République du Cameroun? Ok, Junior. Le président de la République du Cameroun se nomme son Excellence Paul Biya. Excellent. Applaudissez pour Junior. Mr. Paul Biya become the president of the Republic of Cameroon. Yes, Bradley? His Excellency President Paul Biya took power on the 6th of November 1982. That's good. On applaudit pour Bradley. Effectivement, le 6 novembre 1982, le président de la République Paul Biya succède au président. Vous allez ouvrir vos livres à la page 71. Nous allons faire cet exercice. 30 minutes de concentration. Bonsoir, maman. Oh, mes enfants, du retour de l'école. Oui, maman. Mais qu'est-ce qu'on vous a appris aujourd'hui? On a parlé des réalisations de son Excellence Paul Biya. De quoi? We talk about the realization of His Excellency Paul Biya. Paul Biya a déjà réalisé quelque chose dans ce pays. Oui, maman. Et on vous a appris ça à l'école. Of course. Puisqu'on parlait de lui qui n'a jamais fait quelque chose dans ce pays, et vous vous dites qu'il a fait, et qu'on vous a appris ça à l'école. Oui, maman. Mais vous êtes même tellement jeune pour me parler de Paul Biya et de ses réalisations. Ah, maman, faut-il par exemple être de l'époque de Socrate pour parler de lui? Donc vous pouvez vraiment me parler de Paul Biya et de ses réalisations. Êtes-vous sûr? Yes. Sûr? Oui, maman. Ok. Alors vous m'avez dit tout ça. Oui, j'ai préparé, il n'y a pas de problème, vous allez manger. Ok. Parlez-moi donc de son Excellence Paul Biya et de ses réalisations. Avant de lui parler du président, parle-lui d'abord du Cameroun. Okay, mommy, before talking about the realization of Paul Biya, let me talk to you about Cameroon. Ok. Mon pays, le Cameroun, a accédé à la souveraineté dans les années 60. Après avoir été sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. Le 1er janvier 1960, la partie orientale accédait à l'indépendance et, le 1er octobre 1961, la partie occidentale se rattachait à la partie orientale pour former un État fédéral. Débutait alors la longue marche vers le retour à l'unité perdue en mars 1916. Le 20 mai 1972, à la faveur d'un référendum, les deux entités de part et d'autre du fleuve Mungo ont massivement accepté de devenir un État, un et indivisible. Cette date est devenue dès lors la fête nationale de notre pays, qui symbolise notre unité retrouvée et notre indivisibilité. D'une superficie de 475 442 km², le Cameroun, Afrique en miniature, se hisse fièrement au cœur du golfe de Guinée.
dont l'accès à l'océan Atlantique s'étale sur plus de 400 km. Pays d'Afrique centrale, il est limitrophe au nord par le Tchad, à l'ouest par le Nigeria, à l'est par la République centrafricaine, au sud par le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Le Cameroun a deux langues officielles, l'anglais et le français, qui sont d'égale valeur. Mais aussi, plus de 250 langues nationales, symboles de notre diversité culturelle, et regroupées en 4 aires culturelles. Le Fambeti, peuple de la forêt, les Grassfields dans les hauts plateaux de l'Ouest, les Sawa qui bordent le littoral et les Soudano-Sahéliens dans le septentrion. Notre pays a connu depuis son accession à la souveraineté 2 présidents. Amadou Ahidjo de 1960 au 4 novembre 1982 et Paul Biya du 6 novembre 1982 à nos jours. Parlons donc du président de la République et de ses réalisations. À la tête de l'État du Cameroun se trouve un homme providentiel, Paul Biya. Fils de Vondo Étienne et d'Eyenga Ele Anastasie, c'est l'homme du renouveau national. Son itinéraire est d'abord celui d'un homme né pendant la colonisation. Sa clémence de depuis et toujours démontre qu'il s'agit d'un homme destiné, depuis son jeune âge, au sacerdoce. C'est donc un humaniste qui sort des différents parcours scolaires à l'école catholique de Ndeng où il obtient son CEPE en juin 1948. Au pré-séminaire Saint-Tarcisius d'Edea entre 1948 et 1950. Au petit séminaire d'Akono de 1950 à 1954 et au lycée général Leclerc, sanctionné par l'obtention du baccalauréat série philosophie. Dès juin 1956, son séjour à Paris, en France, comme étudiant, lui donne l'occasion de découvrir la philosophie occidentale et de lire certains des auteurs qui, aujourd'hui encore, guident sa pensée. Mais le meilleur est à venir. Il revient au pays. En octobre 1962, Paul Biya est nommé chargé de mission à la présidence de la République. En janvier 1964, il est directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture. En juillet 1965, il est secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture. 2 ans plus tard, il est nommé directeur du cabinet civil du président de la République. En janvier 1968, Paul Biya est promu secrétaire général à la présidence tout en gardant son poste de directeur du cabinet civil. En juin 1970, Paul Biya devient ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. En 1975, Paul Biya est nommé Premier ministre de la République unie du Cameroun. En juin 1979, il devient le successeur constitutionnel du président de la République. Après la démission du président Amadou Ahidjo, le 4 novembre 1982, en vertu de l'amendement constitutionnel issu de la loi numéro 79/02 du 29 juin 1979, M. Paul Biya devient président de la République le 6 novembre 1982. Il bâtit alors son magistère sur le dictée rigueur et moralisation. Ses réalisations sont innombrables sur plusieurs plans. Politique, socio-économique, dans la défense et la sécurité, sur le plan sportif et culturel et sur le plan du rayonnement international. Ok, Ketoura, parle à moment des réalisations du président de la République sur le plan politique. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 1982 à la présidence de la République,
j'ai trouvé un parti unique, monolithique. À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse. Oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation a été difficile. Un parti unique, donc monolithique, où tout était désigné à partir du poste central, c'est-à-dire à partir du président national. C'est progressivement que j'ai commencé à introduire la démocratie au sein du parti, en permettant des candidatures multiples pour les mêmes postes, en laissant la liberté d'expression, de sorte que le dernier congrès que nous avons tenu à Yaoundé à la fin du mois de juin était déjà un congrès qui se situait en cours de réalisation d'une évolution démocratique. Ce congrès marque un pas important parce que nous allons vers une démocratie plus intégrale. The magisterium of President Paul Biya is summed up in one of his wise words. I would like to be remembered as the one who brought democracy and prosperity to Cameroon. President Paul Biya acceded to the Supreme Magistracy on November 6, 1982, in the context of a single party, CNU. At that time, the party was above the institutions. 3 years after coming to power, he began to show signs of democratic openness. He persuaded several of his party comrades to transform the CNU and give it a more democratic form suitable for healthy political competition. The single party had now reached its golden age, and it was now time to prepare for a wider democratic opening. He ended up birthing from the baptismal ashes of the CNU the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, on March 24, 1985 in Bamenda. This was an important step in the democratic opening that took place in 1990. Paul Biya decided to leave the single party for a multi-party system. This political pluralism will be accompanied by several openings in individual and collective freedom. While individual and collective freedoms were now enacted, the establishment of strong institutions remained to be completed to make Cameroon a modern state. With the Constitution of 18th January 1996, which established Cameroon as a decentralized unitary state, and the creation of institutions such as the Senate, the Constitutional Council, and a technical body for the organization of elections and referenda, President Paul Biya will now set about fulfilling these responsibilities. From 1996 to 2020, President Paul Biya set about establishing these institutions which guaranteed the country's stability. On the 29th of December 2006, Elections Cameroon was created. Cameroon's first senatorial elections took place on the 14th of April 2013. 70 senators were elected, including 56 from the ruling CPDM party and 14 from the SDF, the main opposition party at the time. At the end of these elections, the once unicameral parliament regained its bicameralism. Cameroon's Constitutional Council was established on the 7th of February 2018. It was composed of 11 members appointed by the President of the Republic for a 5-year term. With the first regional elections in its history on the 9th of December 2020,
Paul Biya's country will complete its decentralized unitary nature. Since then, the process of devolution of power to the municipalities and regions became effective. All this thanks to a man with an exceptional destiny, Paul Biya. Our newfound democracy, as I have always said, must be a uniting factor. It must not divide us. Unfortunately, unpatriotic acts observed here and there almost compromised national unity. Watchwords aimed at stifling the economic life of your region and of our country were followed. As we all know, this is contrary to democratic ideals. True democracy requires all Cameroonians to contribute positively to the economic development of their country. Me voici à Douala. Me voici donc à Douala. Vouloir paralyser Douala, vouloir détruire Douala, vouloir mettre Douala à feu et à sang, c'est, dis-je, vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. L'État a le devoir de veiller à l'unité et à la cohésion nationale. Mais il n'est pas en son pouvoir d'extirper des cœurs les préjugés, les rivalités, les malentendus, voire les rancœurs ou les sentiments de vengeance. L'histoire et la géographie nous ont amenés à vivre ensemble dans un espace commun. C'est à chacun de nous qu'il appartient de cultiver la tolérance et le respect mutuel, de créer un climat de concorde et de fraternité. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous avons toutes les raisons de préserver la paix civile, de consolider notre unité. Cette année, elle a été exceptionnelle et aussi hors statistique. Exceptionnelle parce que cette retenue, elle est étendue sur 70 km de long. Ketora sur le plan militaire. Since his accession to the supreme magistracy, Cameroon's army has remained loyal to the man of 6th November. Throughout his term of office, certain events bear witness to this attachment
to the institutions and the man who embodies them. One of such events is the failed coup d'etat on the 9th of 5 and 6th April 1984. The defense forces put down those who thought they were derailing Cameroon's march towards modernity. The regular units of our national army, which remained loyal to the institutions and had received orders to stop the power grab, led the fight with method and determination. In 1993, just when the country thought it was enjoying a period of peace, a new front opened up in the southwest, in the Bakassi Peninsula, where neighboring Nigeria had taken over part of Cameroonian territory. Paul Biya called on the defense and security forces to ensure that not a single square meter of our ancestors' land and the gardens our forefathers cultivated would be in the hands of foreigners. The armed forces under his command stood firm for more than a decade in anticipation of a peaceful resolution by international judicial bodies. While Cameroon was celebrating the victory of the Bakassi retrocession, another type of threat was gaining ground in the world, the so-called asymmetric threat. As an amicable and considerate man, he launched far-reaching reforms of the army on the 25th of July 2001. A few weeks later, the attacks on the World Trade Center in the United States of America on the 11th of September proved him right. After the 10-year episode of the border conflict over the Bakassi Peninsula between 1993 and 2006, the traditional classic version of the Cameroonian army had reached its golden age. It was becoming urgent to carry out far-reaching reforms to better prepare it for the country's security and geostrategic requirements. And history proved it every day. President Paul Biya knows defense policy cannot be static because the world is constantly changing and evolving. That's why the reforms built around the triptych of rejuvenation, professionalization, specialization reorganize the armed forces and defense around the creation of 5 military and gendarmerie regions with 9 special forces, including special units such as the Rapid Intervention Battalion, BIR, the National Gendarmerie Intervention Group, to name but a few. Paul Biya was right. In 2014, the Boko Haram, a terrorist group, decided to sow chaos and desolation in the far north of the country. This wise man of Africa, therefore, deployed Cameroon's armed forces around the 4th military region, in addition to coordinating the forces of certain countries, notably Nigeria and Chad, around the multinational joint task force. A few years later, the Biya strategy had reduced the terrorist threat to its simplest form. With Boko Haram under control, another front opened up in 2016 in the southwest and northwest regions. This time, some Cameroonians chose to take up arms against their country. As a wise man and a peace advocate, he opted for dialogue while maintaining reinforced security to protect
the population. But these delicate situations have not prevented Paul Biya from supporting sister countries such as the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, and other countries in conflict with contingents of peacekeeping units. Cameroon is one of the African countries that does not subcontract its security to a foreign power, which gives meaning to the words of the man of November 6. Cameroon intends to remain the master of its destiny. Now, Danny, talk to me about the socio-economic situation of our country. Les noces qui se célèbrent chaque année, depuis plusieurs décennies maintenant, entre le président de la République et la nation, permettent à chaque fois de regarder sur le rétroviseur pour se rendre compte du travail abattu sur le plan socio-économique de l'homme du 6 novembre. Et oui, le nom bâtisseur infatigable est à sa place lorsqu'on parle de Paul Biya. Il commence son magistère dans un contexte marqué par le dirigisme de l'État. À l'époque, c'est l'État qui faisait les richesses. La plupart des travailleurs étaient des fonctionnaires, car le pays mettait en place son administration. Mais cette situation ne pouvait perdurer. Il fallait produire les richesses et faire face à la démographie galopante. Un homme avisé, durant la première décennie de son magistère, Paul Biya milite pour un nouvel ordre économique qui implique sur le plan intérieur le maintien de la souveraineté nationale sur les ressources nationales et la poursuite de la mise en œuvre d'une économie véritablement endogène, mais ouverte à des partenaires étrangers et de plus en plus diversifiés. Cette vision est expliquée dans son ouvrage programmatique intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». En 1982, le produit intérieur brut PIB, qui correspond à la somme des valeurs ajoutées du secteur public et privé, à laquelle s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée TVA, mais aussi les taxes sur des produits particuliers comme les produits pétroliers, le tabac et l'alcool, ou encore les produits importés des droits de douane et autres, est de 7 milliards de dollars. Au fil des ans, avec la nouvelle orientation économique impulsée par le locataire du Palais de l'Unité, ce PIB a été multiplié par 4 ou par 6. Il se situe de nos jours à 45,3 milliards de dollars. C'est le fruit du dynamisme entrepreneurial des Camerounais, c'est dire tout le dynamisme économique que le renouveau met en place en facilitant la création des entreprises. De nos jours, on peut créer une entreprise en 48 heures et être exonéré des taxes fiscales pendant 1 an. Les secteurs secondaires et tertiaires représentent près de 75% du PIB. Le secteur des services est dominé par les transports, le commerce, l'hôtellerie, la restauration et les services financiers. Les fèves de cacao, avec le renouveau, le pays transforme déjà près de 30% de sa production sur le plan local et ça continue. Plusieurs secteurs économiques connaissent un début de transformation, annonçant ainsi le programme d'industrialisation que Paul Biya a annoncé le 6 novembre 2018. Les services sociaux tels que la production d'énergie, de l'eau, ont évolué avec la construction des grands barrages et autres infrastructures mises en place pour accroître le bien-être des populations. Les secteurs éducatifs et sanitaires sont les secteurs qui requièrent une attention particulière de la part du bâtisseur infatigable. Le taux d'alphabétisation des adultes personnes de plus de 15 ans a évolué de 47,8% en 1982 à 77,1% de nos jours. C'est grâce à la politique d'expansion du secteur éducatif et universitaire d'une centaine de lycées et collèges au début de son magistère, le nombre d'établissements scolaires est estimé de nos jours à 2465, dont 1159 lycées et 1031 collèges d'enseignement général et technique. 12 327 écoles primaires publiques réparties sur le triangle national. D'une seule université en 1982, le Cameroun compte aujourd'hui 11 universités d'État, soit une par région, et près de 300 instituts privés d'enseignement supérieur IPES.
Tout ceci a permis au Cameroun de se hisser en Afrique parmi les pays les plus avancés dans le domaine. Le rapprochement des soins de santé a été également un des grands chantiers au cours des dernières années. L'espérance de vie au Cameroun a littéralement augmenté. En 1982, elle était de 52 ans. De nos jours, elle tourne autour de 61 ans. Cette croissance s'est faite à la faveur du développement de la carte sanitaire du Cameroun. Dans ce maillage du territoire, en structure de soins, le privé a également été mis à contribution avec les 539 établissements privés, près de 15 hôpitaux de référence, soit plus d'un hôpital par région. Mais cela suffit-il à croiser les bras? Paul Biya sait que non. D'ailleurs, lui-même dit, tant qu'un Camerounais ne mange pas à sa faim ou n'a pas le meilleur soin de santé, mon travail ne sera pas terminé. Now, let's go with sport. Paul Biya, à l'ouvrage d'une grande puissance africaine du sport. Revisitons ensemble les sentiers du Cameroun, l'ayant investi au trône du sport africain. Lions indomptables, petits poussets d'hier, majesté d'aujourd'hui. Le football se jouait au Cameroun, bien avant l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya. Mais le pays restait à la traîne jusqu'en 1982, quand il fut invaincu au mondial espagnol mais éliminé dès le premier tour. L'alternance qui a porté Paul Biya au pouvoir le 6 novembre 1982 a aussi ouvert la voie du sacre au pays des lions indomptables et tracé le chemin vers le trône du football africain. En 1984, premier sacre continental de l'équipe du Cameroun, le pays de Paul Biya remporte sa toute première Coupe d'Afrique. En 1986, il va tenter de rééditer l'exploit, mais échouera en finale pour doubler la mise en 1988. En 1990, les Lions indomptables vont faire sensation au mondial italien. Paul Biya, à la tribune au stade de San Siro de Milan, était venu soutenir son équipe de football. Les Lions devaient ouvrir la compétition mondiale de football contre la plus puissante équipe de football de l'époque, l'Argentine de Diego Maradona. Aucun pronostic ne donnait les Lions indomptables victorieux. Paul Biya, l'homme qui a tout gagné avec les Lions, 5 Coupes d'Afrique, une médaille d'or olympique, finaliste de la Coupe des Confédérations sur 3 participations, un quart de finale du mondial avec 7 participations dont il détient le record en Afrique, 28 ans de présidence de la CAF et 1 an de présidence de la FIFA. Et d'ailleurs, le Cameroun est le seul pays africain à avoir eu un citoyen à la tête de la FIFA. Mais Paul Biya n'avait jamais organisé une CAN. La dernière au Cameroun s'est jouée en 1972. Un demi-siècle plus tard, Paul Biya a donc choisi de révolutionner cette compétition pour la hisser au standard mondial au même niveau que l'Euro. Un véritable mondial junior. 7 stades, tous homologués par la FIFA, avec 2 au standard mondial. L'adage dit anima sana in corpore sano. Un esprit, une âme saine peuvent bien se développer que dans un corps solide et sain. Et puis, il y a de bon sens. Il y a aussi le fait que le sport stimule l'organisme. Le football n'est pas le seul sport ayant été révolutionné par l'homme du 6 novembre. D'ailleurs, le 14 décembre 1982, quelques semaines seulement après son accession à la magistrature suprême, Paul Biya déclare « Au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé ». Cette orientation a toujours guidé sa gouvernance et a toujours porté des fruits qui ont consacré le Cameroun au toit du monde sur plusieurs autres disciplines. Athlétisme, triple saut à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008, Françoise Bango étonnée, la Camerounaise survole le toit du monde. Le volley, le basket, les arts martiaux et autres ont trouvé sous Paul Biya une réussite inédite dans l'ultime but de présenter le Cameroun comme un pays du sport. En 4 décennies, une quarantaine de disciplines sportives nouvelles et de fédérations sportives ont vu le jour et se sont développées sous le renouveau. Paul Biya ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Lui mieux que quiconque sait que le sport est un instrument marketing de prédilection.
Enfin, maman, nous terminons avec le volet rayonnement international. On a souvent pensé. At the beginning of his magistracy, Paul Biya, on his visit to Germany from the 4th to 8th September 1986, declared, Cameroon is not the private domain of an individual or any power. This declaration sounded like a warning to some of Cameroon's traditional partners. However, to those who really know the man, his words were part of his principles that structured the external policies of Cameroon, which has 3 pillars: sovereignty, non-alignment, and international cooperation. Cameroon, under Paul Biya, became one of the rare countries in the world to be a member of the Francophonie, Commonwealth, and the Organization of Islamic Conference. Since 1982, informed observers were unanimous in acknowledging the dynamism in Cameroon's diplomacy. Paul Biya gave diplomatic impetus, which was translated into the admission of Cameroon into the Commonwealth in November 1995. In 2002 and 2003, Cameroon was a non-permanent member of the United Nations Security Council and presided the said conference in February and March 2003 at the time of a serious international crisis, the Second Gulf War. This position enabled Paul Biya to align himself with the verdict of the International Court of Justice at The Hague, which later resulted in the signing of the Green Tree Agreement in the United States of America, marking the effective demilitarization of the Bakassi Peninsula and its retrocession to Cameroon. Aware of the fact that autocracy cannot be an option, Paul Biya carried out a diplomatic and consular redeployment focused on the consolidation of all partnerships, the search for new partners, the intensification and diversification of relations with other countries. This approach has consistency, which reflects the reaffirmed desire for presence and effective participation on the international scene. This expansion of the circles of his partnerships is spread across 5 continents and in about 40 countries in the world. He received the French President Emmanuel Macron in July 2022. Thanks to the USA Africa Summit, he reviewed the major issues of the world with the American President Joe Biden, and in July 2023, it is around a one-on-one meeting with President Vladimir Putin that he expressed his deep concern about the international crisis which threatens the world's peace. He reaffirmed the position of Cameroon as a non-aligned state. Certaines personnes sont peut-être un peu étonnées par l'intérêt que la Fédération de Russie marque pour l'Afrique, mais cet intérêt est ancien. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté,
la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte un appui sincère et efficace. Nous voulons une fois encore remercier ce grand pays. L'Assemblée, le forum d'aujourd'hui est la continuation de cette coopération qui a été bénéfique pour l'Afrique. Paul Biya then signed and precised that Cameroon intends to remain a master of its destiny. Ouvert à tous, Paul Biya se considère comme un bon père de la nation camerounaise. Lorsque les événements l'imposent, il n'hésite pas à aller vers ses compatriotes de toutes les 10 régions. Mes chers compatriotes de l'extrême nord, les prochaines années seront capitales pour le Cameroun et en particulier pour votre région. Nous pourrons alors poursuivre notre marche en avant en saisissant toutes les grandes opportunités qui s'offrent à nous. Mais il nous faudra pour cela rester unis et solidaires, manier à la fois la fermeté et le dialogue, et demeurer fidèles à notre idéal démocratique. Dans ces conditions, je pense que rien ne pourra faire dévier notre grande et belle nation de sa route vers la prospérité et le progrès social. Dans les régions du nord et de l'extrême nord en 2012, lorsque les inondations créent de nombreux ravages, faisant des milliers de sans-abri, dévastant les plantations, Son Excellence M. Paul Biya s'est rendu au chevet des sinistrés pour leur apporter personnellement son réconfort. En 1992, vous étiez là, Monsieur le Président. En 1997, vous étiez encore là à Maroua. En 2004, vous étiez toujours là. En 2011, vous étiez une fois de plus là. En 2018, vous voilà aujourd'hui à Maroua. Pour la 5e fois consécutive, en ce jour mémorable du samedi 29 septembre 2018, vous voici une fois de plus encore à Maroua. Vous aurez ainsi été des nôtres, et nous avec vous, de toutes les campagnes depuis le retour du Cameroun au pluralisme politique. Vous avez même fait mieux. En effet, vous n'avez pas hésité, pas un seul instant, Excellence, à venir personnellement sur cette terre sahélienne afin d'apporter votre compassion, votre réconfort et votre solidarité aux populations d'ici, celles de Maga, en l'occurrence, victimes des catastrophes et des inondations en 2012. Une telle intensité de visite ne peut que nous réjouir. Je voudrais d'abord remercier pour cette occasion
qui m'est offerte pour dire quelques mots sur le pays, et en particulier sur le président de la République. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tout à fait aisé de parler de quelqu'un qui m'a nommé à ce poste, qui m'a nommé tout au long de ma carrière. En fait, je lui dois ma carrière. Mais je suis extrêmement ému, mais aussi fier de participer parce que le président a été à nos côtés toute la jeunesse de l'époque, quand je suis rentré avec mon PhD en 1982. Et c'était pendant la période où il y avait de grands changements au sein du pays. Nous étions des observateurs, mais aussi en même temps des participants. Et il y avait, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup d'espoir. Parce que nous avons vu quelqu'un qui répondait au profil, non seulement sur le plan de son parcours académique qu'il a eu, mais aussi sur le plan de la carrière qu'il avait eue jusque-là, jusqu'en 82. Il a traversé toutes les grandes époques de l'histoire de notre pays. Et nous savions que c'est quelqu'un qui était, comme les Anglais disent, a square peg in a square hole, c'est-à-dire l'homme à point pour gérer la situation. Donc c'était avec beaucoup d'espoir, parce qu'il avait toutes ses compétences. En plus, nous avions vu en lui quelqu'un qui avait le caractère idoine, quelqu'un qui était posé devant beaucoup d'événements. Et donc, c'était avec beaucoup d'espoir, et ces espoirs ont été, je crois, réalisés. J'étais enseignant à l'université, l'unique université qu'on avait à l'époque, 1982. Et en 1986, il m'a nommé d'abord directeur général adjoint d'une nouvelle institution qu'il avait créée. Ça s'appelait le Centre national d'administration et de magistrature, CNAM. Et j'étais le premier directeur général adjoint. Et c'était la période où le livre pour le libéralisme communautaire est apparu avec tous ces préceptes de moralisation, de rigueur et autres qui sont en fait des choses qui doivent bâtir une nation. Et nous avons tous appris de lui tous ces préceptes. Et c'était une nouveauté, ça nous a ouvert les yeux et nous avons commencé à travailler d'arrache-pied pour implémenter tous ses désirs, tous ses préceptes, toute cette ambition. Et je crois que pour moi, après cela, j'ai été directeur général de l'ENAM, d'ailleurs le premier anglophone dans toute l'histoire de cette institution, un anglophone comme directeur général de l'ENAM, pour former tous les grands administrateurs, les magistrats de ce pays. Après, je suis entré au gouvernement et puis maintenant, Premier ministre, chef du gouvernement. Pendant toute cette période, chaque fois que je le rencontrais, c'était pratiquement un apprentissage. Je dois remercier le chef de l'État, de temps en temps, il m'envoie comme son émissaire. C'est quelque chose qui me fait beaucoup apprendre. Je dois dire que le chef d'État est extrêmement respecté partout dans le monde. Et surtout, je dois le dire, dans le monde du Commonwealth. Et parfois, je suis même embarrassé parce que quand je viens, je trouve que la place qui lui est réservée est une place tellement distinguée. Par exemple, lorsqu'on prenait les photos à Londres, la dernière session que j'ai eu à participer à Londres, c'est lui qui était pratiquement à côté, qui devait être pratiquement à côté de Prince Charles. À l'époque, il n'était pas encore roi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ah non, moi je suis Premier ministre, chef du gouvernement, je ne suis pas chef d'État. J'ai informé le protocole, je leur ai dit, je sais que cette place était réservée à mon président, je ne suis pas à même d'occuper cette place et évidemment on a changé le dispositif.
Mais c'est vous dire le respect et l'estime que beaucoup d'institutions, beaucoup de pays ont pour le chef de l'État. Je dois vous dire, quand la reine, la regrettée reine d'Angleterre était en vie, chaque fois que le président allait à Londres et qu'il devait la rencontrer, c'est tout de suite que la reine organisait la rencontre. Alors que pour certains chefs d'État, ils devaient rester là-bas quelques jours avant d'être reçus. J'ai eu à avoir ce privilège aussi au Japon. J'ai eu à avoir ce privilège dans beaucoup d'autres pays où le chef d'État m'a demandé de le représenter. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît pour sa manière pondérée de regarder les choses, son désir pour la paix et surtout du fait que c'est quelqu'un qui veut à tout prix utiliser des moyens paisibles pour la résolution des conflits. Nous avons vu ça avec le conflit avec notre voisin concernant la zone de Bakassi. Il a préféré toucher les instances judiciaires de l'ONU, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, au lieu d'affronter le Nigeria avec qui nous devons vivre de façon permanente en amitié. Allons-nous, alors que nous avons à faire face à un double défi majeur, consolider notre démocratie, redresser notre économie, allons-nous, disais-je, laisser remettre en cause notre unité nationale, cet acquis essentiel, ce socle sur lequel repose notre pays. Soyons clairs, il n'en est pas question. Ce serait trahir ceux qui ont sacrifié leur vie à cet idéal et compromettre l'avenir de notre pays. First of all, let me thank the head of state, the President of the Republic, who invested me with the capacity to preside over this major national dialogue. I was doing it for him. He was the one really in command. I was simply an alias working for him. Let me say that the major national dialogue was after a number of consultations. He sent me to the different parts of the country, and I went and I met with people, and it was a desire of the people to come together and talk about the issues of the country. And that is why he convened this major national dialogue, asked me to chair it, and a number of measures were taken. The first, and I think the most important, was the decentralization, and a law on decentralization came forth as a result of this major national dialogue. That is a very important one because it pushed really the frontiers of decentralization in our country. It created a special status for the Northwest and Southwest regions, and received a lot of acclaim from the public at large. J'ai eu à être collaborateur du chef de l'État, le président Paul Biya, déjà en tant que fonctionnaire, puisque j'ai commencé ma carrière administrative pratiquement au niveau de la présidence à l'époque où l'actuel chef de l'État était ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et je l'ai connu ensuite en tant que membre de ses gouvernements successifs. Et j'ai été son premier ministre, ce qui m'a d'abord marqué dans ma vie de fonctionnaire quand j'étais à la présidence de la République, c'est son attachement au principe de rigueur dans le traitement des dossiers et également dans le respect des droits de ses citoyens et des règles fixées par notre Constitution. Ensuite, quand est venu le moment du multipartisme, j'ai constaté que
effectivement, il a maîtrisé cette nouvelle donne par la convocation du dialogue national qui a convié à ces travaux l'ensemble des forces politiques et même de la société civile, de la diaspora, et il a donné la possibilité à toutes ces composantes, à tous ces participants au dialogue, au grand dialogue national, de s'exprimer librement, non seulement sur les questions de l'heure, mais également sur l'organisation de notre État, son fonctionnement, l'expression de la démocratie. Et je peux effectivement dire ici que le président Biya, qui s'est vu le démocrate ouvert, et en tant que chef de parti politique, je peux dire que depuis que nous exerçons en tant que formation politique, nous n'avons jamais connu de restrictions dans notre liberté, la liberté de nos organes de base, mais également de nos militants de s'exprimer librement. Et en cela, je crois que c'est un modèle de fonctionnement de démocratie que le président de la République, le président Paul Biya, a réussi à instaurer dans notre pays. Dans la région du Nord, en tant que région, nous voyons des projets de développement économique, social et culturel créés et réalisés, fonctionner librement. Nous y voyons également, et là je parle en tant que leader d'une formation politique, non seulement le fonctionnement libre de toutes les formations politiques, mais je peux même dire que dans le fonctionnement de certaines institutions élues comme les collectivités locales décentralisées, l'expression d'un fonctionnement pluriel, démocratique et libre. Maman, regarde un peu quelques réactions. A lot of change. And we weren't disappointed because it did come. He is considered as a wise man of Africa. He is a man with firm convictions, extremely patient. And that patience has done us a lot of good. Because if we had a president with a different character, I think we would have gone into the abyss. He styled himself, and I agree with him, that he is a beggar of peace. His ascension to power will bring us change. Change in the development of our country, change in our living in our country, because the earlier regime was quite strong. And we thought that with the coming of the new president, we were going to enjoy some freedoms. Freedom of movement, freedom of expression, freedom of the press, freedom to travel, because we realized even then that we needed to have laissez-passer to go from one part of the country to the other. So we anticipated a lot of change, and we weren't disappointed. Comment parler de l'immense homme d'État qu'incarne le président Paul Biya? Je voudrais d'abord souligner que c'est un homme de vision qui a su tracer un chemin pour ce pays.
Cela peut paraître actuellement simple aux jeunes générations, très enclines parfois à banaliser ou à critiquer. Mais pour construire une nation, dès l'époque de son accession à la magistrature suprême, dans les circonstances que nous connaissons tous, il fallait être Paul Biya. C'est-à-dire que ce monsieur a transcendé les velléités des divisions tribalistes naissantes, les intérêts personnels, le clanisme, et a su rassembler tous les Camerounais, du nord au sud, d'est en ouest, sans exclusive. Rien que de ce fait, Paul Biya est quelqu'un d'extraordinaire pour moi. Il a toujours mis l'accent sur le développement du pays, la formation des cadres capables d'y contribuer et l'excellence. Grand bâtisseur de projets économiques d'envergure et du Cameroun moderne, le président de la République œuvre inlassablement avec sagesse et méthode au rayonnement de notre nation à l'international. Ses aptitudes à régler pacifiquement les conflits sont reconnues dans les annales d'histoire et la sphère diplomatique mondiale. Chacun sait ici la ténacité dont il a fait preuve pour le règlement pacifique du conflit de Bakassi, par exemple, pour implanter sa vision de développement et de paix. Le président donne l'opportunité à tout Camerounais de se rendre utile. C'est ainsi que de modestes naissances dans la Haute-Sanaga, d'étudiants dramaturges à éducateurs, car conseiller principal de jeunesse, que rien n'est prédestiné à des fonctions de haut commis de l'État. J'ai été privilégié d'accéder aux fonctions de directeur de structures de formation pour traduire en actes concrets les idéaux du chef de l'État pour la jeunesse camerounaise, de devenir ministre par le seul pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui a pensé que je pouvais apporter une contribution à l'édification du Cameroun et de sa jeunesse. Avec ce président à l'écoute pour encadrer, recadrer, encourager, il est normal que nous ayons fait les résultats positifs que nous mettons tous à son acte. Le chef de l'État a, depuis le début, il dit dans ses discours, les femmes et les jeunes, les femmes et les jeunes. C'est parce qu'il a encouragé les femmes que vous êtes partis de première femme mère où c'était la fête. Quand on est arrivé à 14 femmes mères, le chef de l'État a dit, désormais, toutes les femmes qui conduisent. D'ailleurs, c'est à cette occasion que je deviens maire, parce que le chef de l'État, dans le cadre du parti, va sortir des directives prescrivant que toutes les femmes qui conduisent à la liste doivent être maires. Je deviens maire. Et ensuite, il prescrit des directives qui permettent aux maires, aux femmes, de conduire des listes. Nous sommes passés de 13 à 24. De 24 aujourd'hui, imaginez-vous, au Sénat, c'est presque 50%, dans les régions, dans les... Donc, le président de la République a fait des choses pour donner la chance à toutes ces populations, femmes et hommes. First of all, tell you that he's God-given to Cameroonians. It's a gift to Cameroonians. Because, as you say, he himself said, it's not who wants to be, but who can be. Because he is competent. He's a father of the nation, not only to Cameroonians, but that's why others see the wisdom in him. Others see the good father in him, and they rush to him. That's why you will realize that because of what he does, because of the stability we had in Cameroon, everybody were running to him. It was an island of peace in the whole world. That's what Cameroon was. And it was thanks to his diplomacy, thanks to the way he governed Cameroon. You realize that because we are enjoying the peace, so he sends our forces to other countries
to go and make sure they enforce the peace there. Other countries count a lot on us, and that's why they're always inviting him to come. And whenever he's invited to come, we realize that he is always in the limelight of the activity where he has gone to represent the Cameroon, where he has gone as head of state of Cameroon. It is because he enjoys that respect, the honor that is given to him by other countries. And we want to say, above all, we thank God for the wisdom of King Solomon that is endowed on him, and that God will continue to endow him with this wisdom of King Solomon. King Solomon asked for wisdom to rule his people. God gives him that wisdom and gives him, and not only a wisdom, but a wise and understanding heart. He has it. His Excellency, the President of the Republic, he has done so well as far as traditional leadership is concerned in this country. Reason why our fathers made him fond of funds. The President has always considered funds in this country, and also considered our cries, given the fact that during the crisis in the Northwest and Southwest, we held the national dialogue, and of course a good number of funds were present to give their own views. And afterwards, the House of Chiefs was created, showing the President is always with the funds. Le président Biya a toujours, de tout temps, de l'avènement de la démocratie, jusqu'à date, le président Biya a toujours bénéficié du soutien massif du Septentrion. Preuve, aux dernières élections, je pense que de 77 ou 78% que le président Biya a eu, le Septentrion lui en avait donné un peu plus de 40, 45, 47, je ne sais pas. Ça atteste donc de la constance, de la présence du Septentrion aux côtés du président Biya, en dépit de toutes les difficultés dans lesquelles se trouve aujourd'hui le Septentrion de manière générale. Le Septentrion ne lui a jamais fait défaut, chaque fois qu'il était sollicité. Pour la région de l'Adama, vous savez que cette région est la fille aînée du renouveau, ça nous appelons, parce qu'elle a été créée dès son arrivée à la magistrature suprême, 83. Et c'était un département qui a été transformé en province, puis en région. C'est déjà le point de départ des relations entre le chef de l'État et la population de l'Adamawa. Et ces relations, au fil des années, au fil des décennies, se sont consolidées et renforcées davantage, vous savez. Et c'est des relations, je dirais, naturelles entre le chef et la population de l'Adamawa. Sur le plan administratif et sécuritaire, je commence par là, j'ai dit la création de la région de l'Adamawa, et suivi par la création des départements, parce que tous les 5 arrondissements qui ont été transformés en départements. Et puis les districts ont été transformés en arrondissements. Vous vous imaginez, ça a permis de rapprocher l'administration des administrés. Et puis avec comme corollaire le développement des services sociaux de base. C'est pour ça que c'est important de commencer par là. Sur le plan sécuritaire, pendant longtemps, la région de l'Adamawa a été l'objet, vous le savez, de phénomènes de coupeurs de route, suivis de phénomènes d'enlèvement avec demande de rançon. Mais on n'en parle plus aujourd'hui, grâce aux actions des forces de défense et de sécurité, également des autorités administratives, sous l'impulsion directe du président de la République, parce que tous les démembrements de nos forces de défense sont présents dans l'Adamawa. Le chef de l'État a fait beaucoup de réalisations dans la région de l'Adamawa. Il y a eu une explosion de structures scolaires, sanitaires, hospitalières, une explosion de lycées et de collèges, la formation aussi de grands instituts, la mise sur pied de grands instituts, de grandes écoles, et ensuite, surtout, la démocratie.
La démocratie, parce qu'à l'époque, vous voyez les résultats des élections, c'était toujours 99,99%. Les gens n'avaient pas le droit de pouvoir s'exprimer. Mais il a dit qu'actuellement, tout le monde peut s'exprimer. On n'a pas besoin de prendre le maquis pour s'exprimer. Et à ce titre-là, il nous a vraiment ouvert les yeux, il nous a donné l'occasion de participer à la gouvernance de ce pays. President Paul Biya is somebody who has a very cool head. We cannot forget so soon the Bakassi problem. When we had this problem with Nigeria, if it were another president, he would immediately command the troops to go to war. But President Paul Biya, what did he do? He sat down, called his état-major, they reasoned over it, and instead of going to war, they decided to go to the International Criminal Court in order to have this problem solved peacefully. We all know what happened in the end. Finally, Bakassi was Cameroonian, and it was not by war, but it was by peaceful means. Bakassi, c'est le résultat de la rencontre d'un leader qui a su être à l'écoute de ce qu'il lui a été conseillé, particulièrement pour aller à la CIJ en acceptant la proposition de faire appliquer la clause facultative de compétence obligatoire, particulièrement en étendant le conflit non seulement à la frontière maritime, mais également à la frontière terrestre. Et c'est le résultat de la rencontre de cet homme avec une expertise camerounaise, parce que l'affaire de Bakassi, il y avait certainement l'expertise internationale, mais il y avait également une expertise camerounaise forte. Et ce n'est pas l'expertise d'un individu, parce que je me suis suffisamment occupé de cette affaire-là. Nous avons fait venir le professeur Ntamag, nous avons fait venir le professeur Bipoun, nous avons fait venir M. Bodo, nous avons fait venir le général Semenge. Beaucoup de types ont travaillé à la réussite de cette affaire. Donc, c'est la rencontre de quelqu'un qui a su écouter de l'expertise camerounaise, mais il y avait aussi une expertise internationale très forte. Le professeur Pelé, le professeur Côte, et d'autres professeurs allemands. Vous prenez Bakassi, c'est une victoire diplomatique retentissante. Ça, voilà quelque chose que vous pouvez accrocher comme une médaille éternelle. On ne peut pas lui refuser le maintien de la souveraineté camerounaise. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, l'intégrité territoriale de notre pays a été maintenue. On ne peut pas ne pas le lui reconnaître. Le retour même de Bakassi au Cameroun, c'est à saluer. Et sans la guerre, parce qu'on voulait nous pousser à la guerre, mais il a préféré aller vers la justice. Et la justice lui a donné raison. Il y a peu de leaders avec lesquels, quand vous êtes en conversation, ils vous permettent de parler plus qu'eux. Le leader, il a tendance à vous expliquer ce qu'il a dans la tête, ce qu'il veut faire, comment il le fait, à justifier, etc. Mais Paul Biya est un homme d'écoute. Quand vous êtes avec lui, 9 fois sur 10, vous parlez beaucoup plus que lui ne parle. Un président, comme l'est le président Biya, doit nécessairement prendre le temps. Un homme qui pense pour l'ensemble du pays doit absolument prendre le temps de s'assurer que les décisions qu'il va mettre en œuvre ne rencontreront pas des difficultés inattendues parce qu'il a voulu aller trop vite, parce qu'il n'y a pas suffisamment pensé. Et Paul Biya m'a donné le sentiment qu'il est l'homme qui gouverne avec la durée. Mon parti s'appelle Mouvement démocratique pour la défense de la République. Je l'ai créé à ma sortie de prison. J'ai été prisonnier politique pendant 7 ans à la suite du coup d'État du 6 avril 1984. Qui ne me regardait pas, mais
délit de faciès pour délit de faciès, moi, je me suis trouvé impliqué pour en devenir, in fine, le principal acteur, puisque j'ai été le tout dernier à être libéré. Les autres ont été libérés, je crois, après 6 ans. Moi, j'ai été libéré après 7 ans. Pendant les 14 ans passés à la présidence, j'ai eu le temps d'observer que c'était quelqu'un de très ouvert au dialogue et à la discussion. Mais aussi, ce qui m'aura le plus marqué, moi je n'ai pas eu le temps de le connaître, je n'en suis qu'un collaborateur, mais j'ai remarqué que c'était un grand travailleur. Et ce qui m'a marqué à l'époque où j'étais à la présidence, c'est que je ne connais pas des dossiers qui aient mis plus de 24 heures à son bureau. Et je me rappelle qu'un jour, alors que je finalise une note, le secrétaire général du comité central à l'époque, Joseph Charles Ndumba, m'appelle. Et le temps que je quitte la présidence, que je rencontre le secrétaire général, je reviens à la présidence. Il y avait eu 20 ou 30, 35 minutes à peine. Je trouve la chemise que je venais de déposer à ma secrétaire sur son bureau et je m'enflamme pour lui dire « Mais je vous ai dit que le président attend cette note. » Elle me répond avec un calme légendaire. Il a déjà retourné la note, monsieur. Je prends la chemise, j'ouvre, j'avais les instructions du président sur la note. C'est vous dire que c'est pas là-bas que les dossiers traînent, c'est certainement ailleurs. Et ça m'a beaucoup marqué, ce qui fait que je pense que c'est un grand bosseur, très méthodique et un bon chef d'équipe, parce qu'il vous fait confiance et il vous laisse travailler. Je crois qu'il s'agit d'un granit au carré, parce que le président lui-même est un granit inoxydable, inébranlable, nonobstant toutes les difficultés inhérentes à sa fonction, sa charge, naturellement. Il faut être soi-même un granit. Maintenant, le Sud est un socle granitique sur lequel repose justement le chef de l'État, mais pas seulement sur le Sud. Le président de la République repose sur les 10 régions dans leur entièreté. Aucune région ne peut se prévaloir d'un monopole, n'est-ce pas, du biaïsme. Le biaïsme est l'apanage de toutes les régions. Donc le Sud est et demeure le socle granitique du RDPC, le socle granitique du renouveau national que le président Paul Biya incarne de fort belle manière. Sous le règne du président Biya, les hommes d'affaires se sont multipliés de manière exponentielle. Parce que à l'époque, sous l'ancien régime, parce qu'il faut toujours comparer, il n'y en avait pas trop, des hommes d'affaires camerounais, on peut les citer. Le président de la République, je dirais, pour moi, c'est l'incarnation de plusieurs valeurs réunies en une seule entité. La première serait d'abord la sagesse. La deuxième, pour moi, serait la vertu. La troisième, qui pour moi est peut-être celle qui prime, serait la pondération. Parce que c'est une personne qui agit toujours avec beaucoup de méthodes, mais toujours dans la mesure. On earth, there is no perfection. There is nothing that is perfect. And inside this problem that came in the Northwest and the Southwest, after some time, Paul Biya again reasoned out and said, oh, let me call my people, let them come together so that we can see the problems
and then look into the problems and then find solutions. And that is why the national dialogue was called and many people came. Le président de la République, M. Paul Biya, est un homme d'État qui a honoré très régulièrement les bonnes relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Cameroun. À titre d'exemple, nous avons 3 visites des papes au Cameroun. Le pape Jean-Paul II, 2 fois, et le pape Benoît XVI, 1 fois. Nous sommes aussi témoins de ses nombreuses visites au Vatican. Il a toujours rendu visite officiellement au Saint-Siège et en particulier au pape régnant. On peut donc dire que sur le plan diplomatique, les relations du Cameroun avec le Saint-Siège ont toujours été vivantes, stables et régulières. En ce qui concerne l'Église, le président Paul Biya a permis l'établissement d'un statut juridique de l'Église catholique au Cameroun, avec l'accord cadre qui a été signé en janvier 2014. Cet accord cadre a permis de légitimer une présence ecclésiale très ancienne et surtout de donner force à l'ensemble des œuvres que l'Église développe dans notre pays, des œuvres sociales, des œuvres culturelles et d'autres complémentarités dans l'animation sociale des populations camerounaises. Il n'a fait que la politique toute sa vie. Donc c'est l'homme de l'expérience qui sait sociologiquement gérer le peuple camerounais qui est très difficile. Concernant son ouverture par rapport aux églises, je pense que c'est sage. Et c'est pour cela que notre nation, malgré les tensions, malgré tout ce que nous voyons, reste quand même une nation emblématique parmi les nations africaines. Les communautés religieuses vivent en harmonie dans le respect des croyances et de la foi des uns et des autres. La laïcité de l'État au Cameroun, c'est la garantie de la paix. C'est le respect de l'autre et de sa foi. Et c'est l'école de la tolérance. Sous la vision éclairée de notre président, son Excellence Paul Biya, nous avons eu l'honneur de mener des actions juridiques cruciales. Ces efforts ont abouti au dépôt de plaintes pénales, à l'obtention d'inculpations et des condamnations contre des dizaines de séparatistes à l'étranger. Nous avons aussi réussi à geler leur financement du terrorisme contre le Cameroun et à bloquer les canaux, leurs canaux de médias sociaux qui incitent à la violence et au terrorisme. Ces réalisations reflètent le désir ardent de notre président, son Excellence Paul Biya, pour la sécurité et la stabilité de notre nation. Le président est un fan du foot, non, je pense qu'il est fan de tous les sports, de toutes les disciplines, puisque ce sont des disciplines qui apportent, n'est-ce pas, quand ces disciplines se distinguent au niveau international. Dans une compétition comme la Coupe du Monde, vous avez 2 matchs, le match d'ouverture et la finale. La finale est au mérite intrinsèque, le match d'ouverture mérite plus la chance. On a la chance d'avoir le match d'ouverture. Comment allons-nous gérer cela? Personne ne sait si on gagnera, si on ne gagnera pas. Mais en revanche, il faudrait que les Argentins nous passent sur le ventre pour nous battre. Le chef de l'État était là
cette fierté était très grande. Et je crois savoir deviner que le chef de l'État n'a jamais oublié ça, que lui aussi, ce jour-là, parce qu'évidemment, il n'avait jamais assisté à un match d'ouverture de Coupe du Monde. Nous non plus. Mais c'était un plaisir partagé par nous les acteurs et lui, mais aussi par l'ensemble des Camerounais. Donc je sais que c'était quelque chose d'exceptionnel, vraiment à tout point de vue. And what Mr. Biya did from the onset of the conflict was to recognize that there is a problem. I think that is the most important thing. He recognized that there is a problem, and he moved on to summon the major national dialogue to bring people to be able to share their views. And then I will talk about one very important aspect of it, which is the DDR. Because this one is of interest to me, because this DDR was like calling on the armed young men to drop their guns, to integrate the DDR centers in order to be reformed, transformed, and trained. I think this is a very important part of the peace initiative to me, because I will imagine if we count the number of young people who are in these DDR centers, if these guys were not in the DDR centers, they would have been in the bush or they would have been killed. So I measure that peace process by the number of people who would have been killed. So that is a very important component as far as I'm concerned. Again, there is the reconstruction, which we are trying to talk about. Le président Paul Biya est ce patriarche-là que les jeunes ont envie de servir, courent pour les servir, parce que c'est le père aimant qui offre beaucoup d'opportunités et que tout le monde voudrait servir. Et je crois que la jeunesse a aussi compris que c'est le genre de patriarche dont la joie est bénédiction pour la jeunesse, pour les jeunes qui le servent, mais la colère aussi est malédiction. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les jeunes, dans tous les cas, depuis que je suis dans ce secteur, je dois avouer que les jeunes l'ont compris et les gens le portent dans le cœur. D'ailleurs, lui, il leur répond favorablement. En particulier, je reconnais que c'est l'un des premiers présidents à penser dès 2004, avant même la Charte africaine de la jeunesse, à créer un ministère spécialement chargé de la jeunesse. Et depuis lors, les politiques qui ont été développées sont des politiques avant-gardistes qui cadrent avec sa pensée politique et sont présentées comme des modèles dans les rencontres internationales de la francophonie ou encore du Commonwealth. Et je suis un témoin privilégié à ce niveau parce que j'ai été directeur dans ce nouveau ministère de la jeunesse dont j'ai passé à beaucoup de rencontres et ces politiques étaient des références et inspiraient d'autres pays. Et aujourd'hui encore à la tête de ce département ministériel, je vous avoue que nous sommes avant-gardistes sur plusieurs secteurs et ce sont des opportunités que le chef de l'État offre à cette jeunesse. C'est un légaliste. Légaliste. C'est un homme rigoureux. C'est un homme exigeant. C'est un chef de famille modeste. C'est un homme patient, tolérant. C'est un homme parfois muet. Parfois muet. C'est dire que tout ce que vous relevez aujourd'hui en lui comme un grand homme d'État, il était déjà avant d'être un homme d'État.
Il était déjà tout ce que vous découvrez aujourd'hui, tout ce que le Camerounais découvre aujourd'hui en lui. Il était déjà cela. Bon, je pense que c'est sa souche qui fait cette force-là. Nous sommes tous de cette souche chrétienne, de père catéchiste. Et tout ce que vous voyez qu'il est aujourd'hui, c'est cette attitude à l'intérieur de la famille aussi. C'est cette exigence qu'il demande aussi. C'est cette rigueur qu'il a aussi à l'intérieur de la famille. Cette patience aussi, il a à l'intérieur de la famille. Exigeant pour revenir en lui comme grand homme d'État. C'est que je lui pose la question justement parce qu'on traversait une crise, beaucoup de crises que nous avons traversées au cours d'une des crises. Au cours d'une causerie familiale, je dis, bon ben, Monsieur le Président, on n'a pas assez d'argent, vous trouvez que les caisses, enfin vous le dites et nous le vivons aussi, que les caisses d'État n'ont pas d'argent, mais bon, mais pourquoi ne pas commencer, par exemple, à exploiter nos ressources minières qui sont le sous-sol et l'or, diamant et tout ce que le fer et tout ce qu'il y a pour renflouer les caisses de l'État. Il me dira que même, je n'étais pas encore député, il me dit, on y va. Vous voyez que si aujourd'hui, on ouvrait le sous-sol, il ne vous restera rien. Tout ce que nous avons comme ressources aujourd'hui suffit pour les 20 millions de Camerounais que nous sommes. Le sous-sol, vous le connaissez, c'est vrai, mais nous n'allons pas l'ouvrir maintenant. Nous le réservons pour vous et pour les générations futures. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le chef de l'État nous interpelle sur des valeurs qui ont tendance à fuir l'univers des jeunes. Il dit, et je cite, « Il vous faut également vous réapproprier des valeurs sociétales et républicaines qui, il faut le dire, ont tendance à disparaître dans les mœurs de la jeunesse. Je pense notamment au patriotisme, au civisme, au respect de la chose publique et de l'intérêt général, au culte de la probité, à la préservation de nos us et coutumes, au centre de la famille et au respect des aînés. Des valeurs qui doivent sans cesse inspirer et guider notre jeunesse. President Paul Biya, I think he's a hero to the Cameroonian youth because since I came up, I was born and I saw him. And since then, he has been talking about agriculture, which means he saw the future of Cameroon. And he encourages youth to engage in self-employment, meaning the government can never employ everyone. So he has the idea, a constructive idea. What did you say you even prepared for us? Allez regarder les marmites là-bas. Ok, Daniel, écoute. Ce que Kitora et Daniel m'ont dit l'autre jour concernant les réalisations de son Excellence Paul Biya. J'ai honte. Moi qui avais parlé de lui partout, qui n'a jamais fait quelque chose dans ce pays. Parce que ce président a fait un gigantesque travail dans ce pays et pourtant, je parlais mal de lui partout. J'ai honte. Mais ce président mérite même un prix Nobel. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, mérite vraiment un prix Nobel. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Alors, je le dis ici solennellement, rien ne pourra arrêter le Cameroun.
soul.